Hey, On est parti, bienvenue sur ce nouveau live. Et bonjour du à coup, on tous. démarre cette belle journée. Bonjour Amel, comment tu vas? Bonjour Mathieu, écoute bien, comme je te disais, la météo n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais ça ira mieux demain, je crois. Ils annoncent beau demain. Ouais, ouais, en théorie, on a une belle semaine suivant les régions, donc ça devrait être pas mal. Voilà, nous, l'école a repris, enfin l'école virtuelle a repris, donc voilà, avec ses joies et ses joies. Bonjour Morissette, bonjour à tous, on est super contents de vous retrouver aujourd'hui. Donc, que deux rendez-vous cette semaine. Donc C'est aujourd'hui est ça. jeudi. Euh, bon voilà, on a quand même pas mal échangé avec vous déjà sur de nombreuses vidéos, donc il est temps de se concentrer sur d'autres choses. Donc voilà, que de aujourd'hui, que de cette semaine, pardon. Donc sur un élément essentiel qui est le sommeil, qui peut être justement perturbé en cette période de confinement. Bonjour Julien, bonjour Nadia. N'hésitez pas à partager cette vidéo en live. Bonjour Isabelle, Martine et Olivier. Bonjour Christine. Tant mieux, le soleil rayonnant pour certains. Nous, pas aujourd'hui, demain. Donc, ouais, n'hésitez pas à partager cette vidéo en live. Comme ça, plus on est nombreux, mieux c'est. Plus c'est sympa. Plus de belle énergie. Bonjour Jennifer. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je fais des partages, vous pouvez en profiter pour partager également. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de sommeil, donc du coup, Ouais, ça va être intéressant pour eux. Il faut en prendre de la graine. Et aussi pour exact. les enfants aussi qui ont du mal à dormir. Alors, on peut dormir pendant le live, ce serait dommage, mais l'avantage, c'est que tu peux le Bien sûr, parce regarder. qu'il sera disponible en replay, donc tu peux dormir pendant le live. Bonjour Natnat, bonjour Virginie. Bien sûr qu'on peut dormir pendant le live, c'est même l'heure de la sieste, je crois. Ah oui, oui, je suis en train de sombrer sur le canapé avec une petite couverture et dans le calme, tout ce qu'il fallait pour m'endormir. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit que j'allais partager avec vous ces secrets. On va travailler tous ensemble. Allez, Bonjour une Émilie, petite- bien sûr, prier, respirer, bonne idée. Ça me fait plaisir de te voir, Émilie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parler. C'est sympa de voir les gens qu'on connaît comme ça, nous faire un petit coucou. Ouais, c'est un C'est autre moyen de sympa. communiquer, d'échanger. Exactement. Exactement. Et bon, j'imagine que vous avez tous un avis sur la question, le sommeil. Maintenant qu'on vous fréquente un petit peu, on voit à quel point vous êtes curieux, vous êtes soucieux de votre bien-être. Je pense que vous aurez certainement de super partages à faire avec nous pour transmettre vos solutions et vos méthodes et ce que vous savez sur la question. Nickel. Allez, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Du coup, Amel, est-ce que tu veux commencer un petit peu sur le sommeil? Oui, alors je vais juste planter un peu le décor du sommeil, des choses que vous savez déjà. Moi aussi, je t'amène. Ah, Des choses que vous savez déjà, mais qui sont bien de rappeler parce que voilà, c'est toujours comment ça marche. Alors, en fait, le sommeil, c'est encore un territoire euh, pas complètement connu par la science. On est toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passe lors de notre sommeil. Il y a des choses qu'on a découvertes, puis d'autres, on est encore en phase d'exploration. Ça reste encore mystérieux. C'est sympa de savoir que ça reste mystérieux. Alors, on passe normalement un tiers de notre vie à dormir, quand même. C'est pas rien, quoi, cette histoire. Et rappelez-vous, quand on avait parlé des besoins, il y a quelques temps de cela, le sommeil fait partie des besoins primaires. D'ailleurs, vous avez tous fait l'expérience du manque de sommeil. Hein, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point on n'est pas efficace, on gère absolument rien de nos émotions, ni ce qu'on a à faire, on a des troubles d'attention. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Vous avez tous, à un moment donné, été jeunes, fait la fête et connu des nuits blanches. Donc, vous avez fait l'expérience certainement de ne pas beaucoup dormir. Vous avez fait peut-être aussi l'expérience en tant que jeune parent d'être dérangé dans votre sommeil par vos enfants. Donc, tout ça, vous le savez. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le sommeil, il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, on parle de cycle de sommeil. Et donc, dans le sommeil, en fait, on a d'abord une première phase qui est la phase de somnolence, où on commence à piquer du nez. Vous la connaissez bien, celle-là. Et en fait, l'humain est programmé pour dormir la nuit et être éveillé la journée. C'est quand même comme ça que ça marche. Et on a des capteurs dans l'œil
dans les yeux qui nous permettent de détecter justement la lumière qui baisse et qui va déclencher la sécrétion de mélatonine, la fameuse hormone qui permet l'endormissement. Donc là, on va commencer à avoir cette mélatonine qui va être sécrétée et on va avoir envie de dormir. Donc, on rentre dans cette phase de somnolence. Ensuite, on passe dans la phase de sommeil léger où il est facile de nous réveiller en général. Après, on passe en sommeil profond et très profond où là, on n'arrive pas à nous réveiller en général. On n'entend rien, il peut se passer plein de choses autour de nous, on n'entend rien du tout. Et c'est vrai que quand on essaie de nous réveiller en sommeil très, très profond, on met beaucoup de temps à se réveiller, justement. On n'est vraiment pas bien. Donc, ça prend entre la somnolence et le sommeil très profond, c'est à peu près 90 minutes. Et ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle le fameux sommeil paradoxal. Alors, pourquoi on l'appelle paradoxal? Il faut savoir que quand on est dans le sommeil léger ou profond, notre cerveau va se calmer au niveau de son activité. Ça va être beaucoup plus calme que quand on est à l'éveil. Il y a une différence au niveau des courbes on enregistre en fait l'activité électrique du cerveau. Et en fait, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus ample, des courbes très amples, voilà, très, très calmes, qui n'ont rien à voir avec l'activité d'éveil. En revanche, on garde une forme de tonicité musculaire. Ça, c'est le sommeil léger, profond, très profond. Quand on rentre en sommeil paradoxal, il se passe quelque chose, c'est que notre cerveau va bloquer la transmission au niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire qu'en fait, notre corps va être paralysé. On ne pourra plus bouger. Donc, il n'y a plus rien qui passe, ni dans un sens, ni dans l'autre. En revanche, on observe une activité cérébrale équivalente à l'éveil. C'est pour ça qu'on parle de sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'on ne bouge plus. En revanche, le cerveau, lui, il carbure. Il ne fait pas ce qu'on fait quand on est éveillé, mais il a une activité similaire au niveau électrique, en tout cas, de ce qu'on mesure. Et c'est dans cette phase de sommeil paradoxal qu'on rêve. Alors, on sait que les sommeils profonds et très profonds vont nous permettre une régénération musculaire, plutôt des cellules du corps. En revanche, le sommeil paradoxal, on sait aujourd'hui qu'il s'y passe énormément de choses en dehors de nos rêves, qui sont aussi un moyen de traiter, en fait, ce qu'on a vécu. On a déjà parlé des rêves. Alors, pour info, on n'a que les yeux qui bougent quand on est en sommeil paradoxal. Les globes oculaires ne sont pas concernés par la paralysie et on a observé justement des mouvements oculaires lors de notre sommeil en paradoxal qui seraient peut-être aussi, c'est le MDR qui est une des thérapies qui permettrait au cerveau de cicatriser émotionnellement aussi, de digérer ce qu'il a vécu dans la journée. Quand on est en sommeil paradoxal, on sécrète l'hormone de croissance. Tout le monde, les petits et les grands. Les petits pour grandir et les grands pour se réparer. Donc, c'est à ce moment-là que ça se passe. Il se passe aussi quelque chose de très important, c'est que notre cerveau va faire le tri de ce qu'il a mémorisé et reçu comme information dans la journée. Et il va les stocker. C'est-à-dire qu'en fait, il va favoriser tout ce qui est apprentissage et mémorisation se fait à ce moment-là. Donc, en fait, notre cerveau va trier les infos maintenant qu'il est au calme et il va jeter ce qu'il n'a pas besoin et stocker là au bon endroit les choses utiles. Donc, effectivement, on voit bien ceux qui manquent de sommeil ont des gros troubles de la mémoire. C'est flagrant. Moi, je sais que quand j'étais jeune maman, j'avais énormément de mal à me souvenir de quoi que ce soit. Je devais tout écrire parce que ma mémoire, elle n'était vraiment pas au top. Et parce que, justement, mon sommeil étant perturbé, je n'arrivais plus à mémoriser. Donc, apprentissage, mémorisation, le tri des informations pour laisser la place à autre chose. Et puis, la digestion émotionnelle qui se fait, qui reste encore mystérieuse aujourd'hui. Mais bon, voilà. On sait qu'il se passe des choses à ce moment-là. Alors, ça fait un cycle. Un cycle dont je vous rappelle, sommeil léger, sommeil profond et très profond, sommeil paradoxal. Ça fait un cycle et on fait entre 4 à 5 cycles par nuit. Et on remarque qu'à chaque cycle, le sommeil paradoxal prend de plus en plus de place. Et il est normalement nécessaire de se réveiller à la fin d'un cycle. On sera beaucoup plus en capacité de se réveiller vraiment à la fin d'un cycle. Donc, et c'est pour ça que le dernier cycle, c'est là où le sommeil paradoxal est le plus long, où on va le plus rêver et on va se souvenir de nos rêves à ce moment-là beaucoup plus parce que justement, il dure plus longtemps. Il passe de 30 minutes à presque 1 heure sur la fin de la nuit. Alors, voilà ce qui se passe. Alors maintenant, donc il y a plein de choses au niveau métabolisme qui se passent quand on dort. Aujourd'hui, il y a le centre du sommeil qui va observer les pathologies
du sommeil, tout ce qui ne va pas, on est encore en recherche à découvrir tout cela. Ce que je peux vous dire, c'est que on manque de sommeil en France, on est vraiment pas bon, on a un déficit de sommeil chronique et malheureusement qui s'aggrave d'année en année dû à nos vies modernes. On sait que, par exemple, normalement, on est censé se coucher à peu près quand le soleil se couche et se réveiller quand le soleil se lève, à peu près. Sauf que, bon, nos vies modernes ne se calent pas à ce rythme-là, déjà. Et surtout, en fait, avec les écrans, notamment, le stress, grosso modo, tout le monde dort de moins en moins, avec les effets désastreux qu'on connaît. On sait que si, par exemple, vous avez besoin de 8 heures de sommeil, imaginons, et que pendant une semaine, vous allez dormir que 7 au lieu de 8, eh bien, au bout d'une semaine, c'est comme si vous avez fait une nuit blanche. Et parce que vous avez manqué de sommeil, et au bout d'une semaine, c'est comme si vous n'aviez pas dormi du tout, une nuit complète. Donc, vous allez être très fatigué, bon, déjà, bien sûr très fatigué, avec des troubles de l'attention, avec de la somnolence, avec d'une irritabilité, impossible de gérer émotionnellement ce qui vous arrive, de vous mettre même en danger par rapport à vos réflexes qui vont se retrouver ralentis. Enfin, voilà, tout ça, on le sait. Alors, on arrive à lutter contre. Il y a beaucoup de gens qui arrivent même à fonctionner en faisant des insomnies quasiment toutes les nuits, en ne dormant que 3 heures par semaine, mais c'est très coûteux au niveau santé. On sait que notre système immunitaire, lui aussi, est impacté par le manque de sommeil. On est beaucoup moins en capacité de se défendre. Et du coup, on tombe plus facilement malade. On est plus sensible aussi à tout ce qui est dépression. Beaucoup de maladies cardiovasculaires, etc., sont en lien avec le manque de sommeil. Donc ça, c'est un peu le côté un peu terrible des choses. Après, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui dorment très peu, puis il y en a qui ont besoin des gros dormeurs. Il faut effectivement se connaître à ce niveau-là. La période de confinement peut être un bon moyen de se recaler, de savoir de quoi on a besoin. Alors, les ennemis du sommeil sont connus maintenant. C'est déjà tout ce qui est excitant. Si vous buvez beaucoup de café, et surtout en deuxième partie de journée, vous allez avoir peut-être plus de mal à vous endormir. Vous avez l'activité physique est très importante pour pouvoir dormir, parce que ça va nous recaler au niveau hormonal. Mais par contre, il ne faut pas faire du sport trop intensément avant d'aller se coucher, sauf quand vous êtes sportif de haut niveau, auquel cas votre corps est tellement habitué que c'est différent. Mais monsieur, madame, tout le monde, on va dire, il faut éviter de faire du sport intense 2 heures avant de se coucher, parce que l'adrénaline va vous empêcher de vous endormir. Il faut effectivement éviter de manger de façon trop lourde, parce qu'un repas trop lourd va vous fatiguer déjà, va vous prendre l'énergie dont vous auriez besoin le lendemain, et en plus va vous empêcher de vous endormir, ou en tout cas va vous réveiller dans la nuit aussi. Ça, on sait. L'alcool, c'est pareil. La nicotine, c'est pareil. Bon, tout excitant. Les écrans. Alors, les écrans, en fait, le problème des écrans, vous savez, c'est la fameuse lumière bleue. La lumière bleue, c'est quoi? C'est la lumière bleue du ciel. En fait, la mélatonine sécrétée pour l'endormissement va être désactivée sous l'effet de la lumière bleue, parce que votre cerveau va croire qu'on est en plein jour, et donc il ne va pas déclencher l'endormissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, notamment sur les enfants. Ils préconisent d'arrêter les écrans à partir de 19h. Voilà, c'est des préconisations, on n'est pas tous égaux, mais en tout cas, ça donne des pistes. Et pareil pour les adultes, il vaut mieux arrêter entre 21h et 22h les écrans, sinon vous allez peut-être avoir du mal à vous endormir. Tout ça, c'est des choses de bon sens que vous connaissez très très bien, j'imagine. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être moins, mais quoique, même pas sûr, c'est le sommeil polyphasique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le sommeil, quand je vous ai décrit au début, c'est le sommeil monophasique, c'est-à-dire on dort en une fois. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui pratiquent le sommeil polyphasique. On ne sait pas trop. Il y en a qui soupçonnent que les hommes préhistoriques déjà faisaient du sommeil polyphasique pour être justement restés en alerte par rapport aux prédateurs. En gros, le sommeil polyphasique, c'est au lieu de dormir en une fois, c'est de dormir moins la nuit, mais plusieurs fois dans la journée, 1 à 3, à 4, à 5 fois dans la journée, des siestes courtes, mais qui sont optimisées, où en fait, on va avoir beaucoup de sommeil paradoxal, qui est le sommeil réparateur, pour justement avoir moins à dormir la nuit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études qui sont faites pour connaître les effets à long terme sur ces pratiques-là. Il y a des gens qui le font déjà depuis très longtemps, qui pratiquent la sieste tous les jours après, entre 13h et 14h, qui dorment juste une demi-heure et qui sont requinqués et qui du coup dorment entre 6 et 7 heures par nuit. Ça existe et c'est vrai que ça marche très bien.
Sur les sommeils polyphasiques, où en fait on dort entre 3 et 5 heures par nuit en faisant plusieurs siestes dans la journée, il y a des programmes qui existent. Là, on a moins de recul, à part le ressenti des gens, de comment ils le vivent. On n'a pas vraiment d'études qui montrent si, à long terme, c'est tout aussi efficace qu'un sommeil monophasique. C'est difficile à dire. On sait juste qu'il y a des gens qui le pratiquent pour des raisons évidentes, comme les navigateurs sur leur bateau qui ne peuvent pas faire autrement, comme certains militaires, de par leur métier, des personnes sont amenées à pratiquer le sommeil polyphasique parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des plages trop longues de sommeil. Et donc, ils vont fractionner leur sommeil dans la journée. Ça demande un entraînement, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, là, parce que voilà, il faut vraiment s'entraîner à ça. Et ça peut être intéressant pour des personnes qui justement ont des difficultés à avoir de bonnes nuits et peut-être à essayer de trouver des solutions autres que le sommeil monophasique. Pourquoi pas. Voilà ce que je peux en dire. Alors après, nous, le sommeil, c'est un sujet qu'on aborde, nous, en hypnose, je pense que Mathieu va le dire, mais moi, j'ai des consultations là-dessus. Des gens qui viennent me voir en me disant j'ai des gros problèmes pour dormir, parce que il y a plusieurs catégories de problèmes pour l'endormissement. C'est soit j'arrive pas à m'endormir, soit je m'endors très bien, mais je me réveille au milieu de la nuit, je ne me rendors pas. Soit je m'endors très bien et je me réveille très tôt et après c'est fini, je ne me rendors pas. Donc ça, c'est des choses qu'on entend souvent, qui sont souvent dues à des choses qu'on se raconte, du stress, l'hypervigilance. Il y a pas mal de choses qui sont... Mais du coup, on nous consulte et l'hypnose marche très très bien pour soulager les personnes qui ont ce type de problématiques qui sont ponctuelles. On ne parle pas d'insomnie chronique depuis des années, pathologiques, qui peuvent être soignées autrement que... Enfin, quoique, même peut-être que l'hypnose peut aussi aider, je ne sais pas. Donc voilà. Ok. Moi, je m'étais penché un petit peu sur le sommeil polyphasique. Et après, je pense que ça, c'est bien quand tu vis seul. Ça peut être bien quand tu vis seul. Par exemple, parfois, travailler la nuit, c'est pas mal. Parce que c'est une période de calme, c'est une période aussi où on peut être plus créatif, on peut avoir une énergie très différente de celle de la journée. Et des gens qui sont plus dans une énergie de la journée et d'autres plus dans une énergie de la nuit. Mais c'est pas la même énergie. Et c'est vrai que le sommeil polyphasique, c'est-à-dire dormir, mais à la demande, quand on a besoin, et du coup pas forcément 8 heures d'affilée. Alors c'est un sommeil qui peut prendre un peu de temps à se mettre en place, parce que si vous attendez, si vous commencez déjà par pas dormir la nuit, forcément vous allez être décalqué en disant voilà, je dors que 3 heures cette nuit ou 5 heures cette nuit, forcément vous allez décalquer la nuit d'après, donc il va falloir un peu de temps. En fait, pour basculer dans un sommeil comme ça, polyphasique, ce qu'il faut, c'est commencer par dormir par anticipation. Donc, c'est plutôt, je vais me reposer, faire une, 2 siestes dans la journée, ce qui fait que le soir, on est moins fatigué, on commence à se coucher plus tard et à dormir moins la nuit. Et en fait, après, ce qui se casse, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on est vraiment sur, OK, j'écoute mon corps, et quand mon corps est fatigué, je vais m'octroyer du temps, là, 1 heure s'il faut, pour dormir. Voilà. 1 heure, je coupe tout et je vais dormir. Et il peut être 11 heures du matin, il peut être 10 heures, 9 heures, ou 15 heures de l'après-midi, 16 heures. Donc, il faut avoir la possibilité de faire ça, que ce soit une activité professionnelle ou aussi une situation familiale, parce que si vous avez des enfants, et que vous êtes crevé à 15 heures de l'après-midi et que ils sont à la maison, vous ne pouvez pas tout plaquer pour leur dire je vais faire une sieste s'ils sont en bas âge. Donc, après, bon, s'ils sont autonomes, c'est possible, mais après, il faut s'ajuster. Il faut passer du temps avec les gens avec qui on vit, sinon ça n'a pas trop de sens. Donc voilà, donc il y a ça à se mettre en place. Et dans les sommeils polyphasiques, il y a plusieurs types de sommeil déjà. Donc il y a celui à la demande, après vous en avez où c'est une partie, genre 3 à 5 heures pendant la nuit, puis 2 ou 3 siestes dans la journée. Donc il y en a plusieurs qui sont rythmés en fait. Ou alors certains, ils ont séquencé la même durée et sur les 24 heures en fait. C'est peut-être 1 heure par exemple toutes les, je sais pas moi, toutes les 3 heures.
Voilà. Ouais, c'est ça. Uberman, ça s'appelle, je crois. 3 heures. Ça peut être ça, je vous donne un exemple. Mais, donc en fait, vous avez différentes phases de sommeil. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand, voilà, je vous dis, vous êtes seul, vous gérez votre emploi du temps comme vous voulez, vous avez une recharge de travail à accomplir. Ça peut être pas mal aussi. Après, comme a dit Amel, voilà, il n'y a peut-être pas de recul encore sur ça. Il faut voir dans le temps, parce que le sommeil paradoxal est très important. C'est pas forcément celui qu'on va déclencher très rapidement. Donc, si vous dormez que une demi-heure, 3/4 d'heure, vous n'aurez pas le temps de l'atteindre. Donc, si vous ne l'atteignez pas et qu'il est important au niveau spirituel, au niveau de votre conscience, ça va poser problème. S'il n'y a pas, voilà. Après, l'idéal, c'est quand même de garder une phase qui soit un peu plus longue que les autres. La nuit, c'est Tony Robbins qui dort 3 à 5 heures par nuit et qui a tout un process après pour enclencher l'énergie. Donc voilà, donc du coup, après, là, on a un peu toute la théorie. L'hypnose, à tort, on parle de l'hypnose comme le sommeil. On parle de l'hypnose comme du sommeil. Mais l'hypnose n'est pas du sommeil. Il y a une différence entre l'hypnose et puis le sommeil. L'hypnose, c'est un état où l'inconscient est très à l'affût de son environnement. Il est très à l'écoute de son environnement, mais de tout ce qui lui est proposé. Et si ce qui lui est proposé parle d'un souvenir, parle d'une situation, d'un concept, de personne, eh bien l'inconscient va travailler dessus très précisément. Alors que le sommeil, il y a finalement une abstraction de l'environnement qui est fait, de ce qu'il y a, du bruit aux alentours. On peut très bien justement dormir avec du bruit aux alentours. Et notre inconscient ne va pas forcément être là à l'écoute de l'environnement extérieur, mais va plutôt être dans une forme d'introspection que l'on va retrouver à travers le rêve. Et c'est d'ailleurs là où il va être moins à l'écoute, mais plus dans le fait de transmettre les informations qu'il gère ou digère mal de la journée, ou bien aussi. D'accord, l'idée du sommeil, c'est aussi traiter toutes les informations qu'on a accumulées, reçues, faire une période de vide, ranger un peu tout ça dans les bonnes cases, s'ajuster pour pouvoir le lendemain continuer. Voilà. Sinon, c'est comme si vous chargez un sac, vous le chargez, et à un moment donné, il faut bien faire un tri dans ce que vous avez chargé dans la journée. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, est-ce que ça nous sert, est-ce que ça ne nous sert pas, voilà. Et c'est la nuit que ça va se gérer tout ça. Le lendemain, ça permet de repartir voilà, plutôt neutre et dans une nouvelle énergie. Alors après, les secrets pour bien dormir, j'ai marqué ça. Déjà, Amel vous a donné une petite liste des choses qui vous empêchent de dormir, qui créent des difficultés pour le sommeil. Et en fait, je vais le résumer assez simplement, mais ce qui va vous empêcher de dormir, c'est une suractivité de votre esprit. Et la suractivité, elle peut être externe ou interne. Une suractivité, c'est quoi? C'est une forme d'agitation de votre esprit à l'intérieur et qui peut du coup être agitée de différentes façons. Et je vais vous les présenter. Mais le mécanisme, c'est celui-là. Si jamais vous êtes dans une forme de suractivité ou d'activité, eh bien, vous n'êtes pas en train de dormir. Vous n'êtes pas en train de vous endormir. Le sommeil, c'est un état dans lequel on est dans une forme de calme, de relâchement. Et le relâchement, c'est vraiment quelque chose de très important parce que le relâchement, c'est l'opposé justement de l'agitation. Hein. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Tous les gens qui ont des problèmes de sommeil ont du mal à comprendre ça. Hein. Ils disent j'ai des problèmes de sommeil, mais ils attendent que ça se fasse comme par magie. Non, le sommeil, ça ne va pas tomber du ciel, le sommeil. Hein. C'est du bon sens. Hein, c'est comme si tu voulais prendre du poids, mais tu ne manges pas. À un moment donné, ça ne va pas bien marcher. Hein. Si tu veux prendre du poids, il va falloir manger quand même, un minimum. Eh bien, le sommeil, si tu veux dormir, il va falloir relâcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut relâcher? Interne ou externe, je vous ai dit. Et c'est là qu'il faut relâcher. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs formes d'agitation qui vont empêcher de pouvoir rejoindre la zone de sommeil. La zone de sommeil, tout d'abord, je vous dirais, c'est un peu la paix de votre esprit. Tout comme le bonheur, ça démarre par là, la paix de l'esprit. Et comment faire pour que votre esprit soit en paix? Ou plutôt, comment vous faites pour qu'il ne le soit pas, si vous avez des problèmes de sommeil? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez d'abord soit être
dans quelque chose de très simple, comme a dit Amel, on peut être dans une agitation qui est là juste dans l'instant, dans l'environnement. Voilà, je viens de faire du sport très intensément et du coup, ben là, je suis super agité, j'ai fait tout mon ménage, j'ai dérangé toute la maison, je suis à bloc, j'ai pensé partout, j'ai rangé tous mes travaux, j'ai fini mes derniers mails, voilà, et là, je vais me coucher. Sauf que là, la machine, elle est en roue libre. Vous avez activé la machine, c'est comme si vous étiez sur un vélo. Hein, c'est vraiment ça la métaphore. Je vais le mettre un instant, mais vous êtes sur un vélo et vous êtes en sprint. D'accord? Eh bien, et là, vous voulez d'un coup passer du sprint à l'arrêt. C'est pas possible. Si vous voulez dormir, vous pouvez passer du sprint à l'arrêt. Ou alors, il va falloir que ça fasse un petit moment que vous ayez arrêté de pédaler, parce que sinon, ça ne va pas le faire. On ne peut pas passer de... et dites-vous bien que vous n'avez pas de frein sur le vélo. C'est ça, c'est un vélo sans frein. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un vélo sans frein. Donc, et ça peut être lisse, ça peut être tout droit la route, mais ça peut être aussi penché. D'accord? Si c'est penché, c'est parce qu'il y a beaucoup d'agitation. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de frein sur votre vélo. Donc, pour qu'il s'arrête, ça va être un peu compliqué. Si vous voulez qu'il s'arrête, il va falloir faire en sorte que votre environnement du soir, avant l'endormissement, bien avant l'endormissement, ça ressemble plutôt à une droite plutôt qu'à une pente. D'accord? Donc, ressembler à une pente, c'est être dans la suractivité, c'est vous creuser les ménages, c'est penser à plein de trucs, c'est essayer de concevoir des projets, des idées, essayer de résoudre des problématiques, des difficultés, essayer de trouver des solutions à quelque chose, etc. Tant que vous faites ça, vous êtes en train de pédaler, 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 pédaler. Et derrière, si vous allez vous coucher, vous allez vous mettre dans le lit, vous allez vous poser, vous allez relâcher, mais le problème, c'est que ça continue de tourner en roue libre. Parce que vous avez beaucoup pédalé, vous avez fait un sprint juste avant. Donc à l'intérieur, la machine, elle continue de s'emballer, elle continue. Voilà. Et là, vous faites, j'arrive pas à dormir. Et hop, vous essayez de couper les pensées, et puis comme ça pédale toujours à l'intérieur, en roue libre toujours, vous êtes toujours en train d'alimenter, mais ça continue de rouler. D'accord? C'est le prolongement de ce que vous avez fait. Donc là, il y a des pensées qui continuent de venir. Parce que vous en avez alimenté, alimenté, alimenté. J'ai créé de nouvelles pensées, de nouvelles réactions, de nouvelles idées, de nouvelles réponses à ces pensées en permanence. Et du coup, ça arrive. Et vous coupez le flux, mais comme vous avez lancé la machine, eh bien, hop, ça continue d'arriver. D'accord? Il va falloir un petit temps pour que vous puissiez stopper le flux. Donc, plus tôt vous arrêtez de pédaler, et plus vous serez en capacité de plonger dans le sommeil comme ça. Juste comme ça. Mais si vous êtes en train de pédaler fort, ça ne va pas être facile de stopper le vélo d'un coup. Donc, la première chose, c'est ça, c'est cette activité. Cette activité, comme je vous ai dit, elle peut être au niveau des pensées, des préoccupations. Moi, j'ai des copains, ils se posent plein de questions le soir, là, sur l'univers. Est-ce qu'il y a une vie à l'extérieur, au loin? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? C'est quoi les statistiques potentiellement pour qu'il y ait une autre vie sur une autre planète? Et que, est-ce qu'ils sont déjà venus ici et ça changerait quoi? Il y a tous ceux qui vont se dire, ouais, mais là, s'il y a quelqu'un qui rentre dans ma maison pendant que je dors et qui vient me tuer pendant mon sommeil, donc là, c'est pareil, là, on est en plus en train d'alerter toutes les peurs inconscientes, donc juste l'horreur. Voilà. Et du coup, en fait, on va avoir ça. On va avoir tous ces mécanismes qui vont se mettre en place et qui vont continuer de pédaler. Donc ça, c'est facile, quelque part, si c'est ça votre problème, parce qu'il suffit déjà d'arrêter plutôt de pédaler. Alors pédaler, ça sera donc les idées que vous avez en tête, c'est toutes les préoccupations, toutes les pensées, toutes les analyses que vous avez, mais c'est aussi votre environnement. Est-ce que vous êtes dans un environnement qui est bruyant le soir? Est-ce que vous êtes dans un environnement qui est lumineux le soir? Donc déjà, comme a dit Amel, elle a dit, on a quelque chose qui va sécréter l'endorphine, c'est ça, Amel? Non, la mélatonine. La mélatonine, voilà, pour créer du sommeil, mais pour pouvoir s'endormir. Et du coup, commencez à être un peu avec des petites lumières d'ambiance, des petites lumières de chevet, alignées un peu dans la salle à manger, plutôt que la grosse lumière déjà. Quand vous allez dans votre chambre, déjà ne pas allumer la grosse lumière de votre chambre, mais la petite lumière là aussi, la lampe de chevet. Ça, c'est des bons réflexes. Mais déjà, tout ça, ça va vous aider à l'endormissement. Si vous avez du mal à dormir, bannissez les grosses lumières déjà après manger. Basculez tout de suite sur des petites lumières qui vont déjà apporter un peu de pénombre
Voilà, et plus vous vous rapprochez de l'heure à laquelle vous allez vous coucher, et moins vous allez éliminer de lumière. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, c'est commencer à vous canaliser sur votre façon de penser, sur l'énergie que vous mettez dans vos pensées, dans vos idées, et commencez déjà à arrêter de pédaler. Première chose, ralentissez au moins. Deuxième chose, troisième chose plutôt, c'est l'activité peut devenir aussi physique. Hein, c'est si je suis en train de bouger, je ne pense pas, mais je suis en train de bouger. Je suis en train de faire un méga ménage, je suis en train de faire un gros rangement, etc. Là, c'est pareil. Dans votre corps, il va falloir relâcher. Donc, soit vous avez une capacité à vous poser et à relâcher d'un seul coup, et c'est top. Si jamais vous n'y avez pas, vous n'avez pas cette capacité-là, commencez déjà le soir à vous allonger, vous mettre tranquillement sur un fauteuil, vous allonger peut-être sur le canapé, pour commencer à relâcher toutes les tensions musculaires. Et là aussi, tout ça, ça va vous attirer vers le sommeil. Donc ça, ce sont tous les petits conseils faciles à appliquer parce qu'ils dépendent de vous, de votre façon de vivre. Et ça me tient à cœur. Une fois, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, une femme qui est venue me voir, la femme d'un des amis de mon épouse qui est venue me voir et qui me dit « j'ai des problèmes de sommeil ». Bon, après, c'est du bon sens, hein, mais c'est quelqu'un qui, vous la voyez, elle est comme une pile. Si vous la verriez, elle est comme une pile, comme ça. Quand elle est tout le temps à droite, à gauche, là, même quand elle parle, quand elle bouge sa tête, ça va à 10 000. Sa journée, elle est indépendante, elle bosse comme une folle. Elle fait 20 minutes, 15 minutes de pause le midi pour manger un truc vite fait et elle rentre. Et en fait, le soir, quand elle rentre chez elle à 18h, elle est crevée et sur le coup, entre 18 et 19h30, quand elle attend son mari, très souvent, elle va avoir un petit moment là où elle va faire une petite, où elle va se poser, elle relâche la machine parce qu'elle n'en peut plus. Et pendant 20 minutes, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, elle va se poser. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a, à ce moment-là, son corps en profite pour se régénérer. Mais du coup, comme après, elle repart à fond, elle repart dans son énergie du soir, elle a du mal à s'endormir parce qu'elle s'est reposée au mauvais moment. Elle a mal géré son énergie dans la journée. Et du coup, eh bien, elle n'arrive pas à s'endormir. Parce que déjà, elle s'est reposée avant. Elle a fait une sieste récupératrice avant de dormir. Très mauvaise idée. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est ça. Si tu continues comme ça, t'es mal barré parce que tu vas finir par avoir des problèmes de santé, à pas dormir, tu vas avoir ton système qui va se dérégler, et s'il se dérègle, c'est vraiment pas bon. Après, tu peux faire ça, mais moi, je te conseille plutôt, comme tu es indépendante et que tu as du temps, toi, tu dis que tu manges en un quart d'heure, eh bien, est-ce que tu peux pas prendre 20 minutes après ton repas pour faire une petite sieste le midi, entre midi et deux? Est-ce que tu n'as pas un endroit à ton travail où tu peux faire ça? Elle me dit, si, j'ai ça. Ok, donc tu manges un quart d'heure, 20 minutes, ça te ferait 35, allez, 40 minutes de pause. Est-ce que 40 minutes, même 3 quarts d'heure, ça ne serait pas raisonnable? Midi. Est-ce que c'est pas faisable? Oui, c'est faisable. Elle revient 15 jours après, elle me dit, ouais, j'ai toujours des problèmes de sommeil. Je dis, ah bon, ok. Et je lui dis, est-ce que tu as mis en place les petites siestes du midi? Non. Ah, ok. Bon. Tu n'as pas mis en place la petite sieste du midi, mais par contre, tu continues à faire à 7 heures. Voilà. Là, je lui ai dit, je ne peux rien pour toi. Tu vas finir malade. C'est vraiment ça qui t'attend. En fait, je vais faire un petit électrochoc. C'est ce qu'on appelle la thérapie provocatrice. Et je lui dis, écoute, moi, je ne peux rien faire. Tu auras toujours ces problèmes de sommeil et ça va continuer comme ça. Et le pire, c'est que ça va s'empirer. Sauf si, finalement, tu décidais que ta santé vaut peut-être un peu plus que ce que tu considérais jusqu'à présent et que tu prennes ce temps de 20 minutes pour faire cette sieste. Bref, elle comprend la leçon et dès le lendemain, elle met en place. Elle m'envoie un message une semaine après pour me dire c'est ok, mon sommeil s'est rétabli. Pourquoi? Parce qu'elle a fait sa sieste le midi, mais ça veut dire qu'elle avait du temps encore de dépenser toute cette énergie qu'elle avait récupérée le midi sur toute l'après-midi et la soirée. Et en fait, ça lui a permis derrière de pouvoir redormir la nuit. Parce que le soir, elle arrivait, elle avait de l'énergie jusqu'au moment, peut-être 21h, 22h, et après à 22h, elle allait se coucher. Et là, elle avait retrouvé à nouveau un cycle normal. Donc, il y a à quel point, comment vous gérez votre énergie? Est-ce que vous êtes en sur-régime la journée? Est-ce que vous êtes en sous-régime? C'est pareil, quand on est en sous-régime et qu'on ne fait rien, vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas forcément envie de dormir, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait grand-chose. Si vous êtes en sur-régime, c'est pareil. Le risque, c'est de basculer sur les nerfs. Et si vous êtes sur les nerfs aussi, c'est que là, les nerfs, ce n'est pas ce qui aide à relâcher. Au contraire, c'est ce qui permet de continuer à ne pas relâcher les nerfs.
Donc ça, ce sont les petites astuces. Donc vraiment, ayez du bon sens là-dessus et choisissez les bons moments pour vous reposer. Ensuite, il y a autre chose que là, on ne gère pas. C'est l'agitation, je vous l'ai dit, c'est ça, dans tous les cas. Et l'agitation, elle peut être aussi inconsciente. Cette agitation inconsciente, c'est quoi? C'est une préoccupation inconsciente. Ça peut être quelque chose qui nous a traumatisés, quelque chose qui nous a marqué dans notre histoire, dans nos expériences. Ça peut être un stress au travail aussi, hein, avec des collègues, avec un enjeu important qui nous travaille, mais plutôt dans notre inconscient. Ça peut être une décision que je dois prendre, que je n'arrive pas à prendre, qui me tracasse. Ça peut être une décision qui arrive là et que je ne gère pas. Je ne gère pas cette décision et je sais qu'il faut la prendre et qu'elle est nécessaire, mais j'ai peur de l'enjeu, de l'impact. Et donc, tout ce stress génère donc, cette agitation qui fait que votre inconscient va avoir du mal à relâcher. Je vous ai dit, le sommeil, c'est l'esprit en paix. Et si votre esprit n'est pas en paix, il subit cette agitation inconsciente et ça, il va falloir aller le travailler. À partir du moment où vous allez aller travailler ce qui a généré, si vous êtes dans ce genre de cas, hein, je ne parle pas de la personne dont je vous ai parlé avant, quand on fait un petit peu une petite étude, on recherche un petit peu quels sont les problèmes, comment elle vit aussi. Hein, c'est comme si il faut bien savoir quel est son mode de vie, comment elle gère son énergie. C'est comme si vous vouliez aider quelqu'un à perdre du poids, mais que vous ne regardez pas comment il mange. Donc là, c'est pareil. Vous voulez aider quelqu'un à dormir, mais vous ne regardez pas comment il se repose, comment il s'agite. Voilà, c'est primordial. Hein, avant de faire un cours sur le sommeil, il faut regarder la personne, comment elle vit. Voilà, comment tu t'agites, comment tu gères ton énergie, comment tu te reposes, qu'est-ce que tu manges aussi. Donc voilà. Moi, je vous dirais, au-delà du repas, au-delà même de la caféine, au-delà des écrans, la première des sources, c'est l'agitation. Voilà. Et tout le reste, c'est que ce qui va amplifier l'agitation. C'est-à-dire que les écrans, ça peut augmenter l'agitation parce que tant que vous êtes sur un écran, oui, on parle de la lumière bleue, mais moi, je ne suis pas convaincu que ce soit la lumière bleue qui fasse ça. Je pense plutôt que c'est l'agitation que l'on peut avoir si je suis devant mon écran. C'est-à-dire que je suis devant mon téléphone et puis là, si je vois quelque chose qui me fait réfléchir, effectivement, je relance la machine, je réactive mes pensées. Et du coup, si je relance la machine, c'est mort. Et si jamais je suis très actif sur mon téléphone, ça veut dire que je suis en activité. Donc forcément, si on mesure mon cerveau à ce moment-là, pendant que je suis sur un écran, on va voir une activité. Mais pour moi, elle ne sera pas liée à la lumière, elle sera liée plutôt au fait que j'active l'énergie, j'active les pensées, les réflexions, et qui donc forcément active mon cerveau. Moi, j'ai une grande capacité à amener mon esprit à être en paix. Et je peux dormir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Je peux dormir en ayant regardé mon téléphone avant, je peux dormir, je bois du coca aussi, hein. Le coca, on le sait, c'est de la caféine, c'est du sucre, c'est excitant, je peux me boire deux grands verres de coca avant d'aller dormir, ça ne me posera aucun souci, ça ne m'empêchera pas de dormir. Voilà. Par contre, j'ai développé une capacité à stopper le flux des pensées. Je fais attention aussi à la lumière, voilà. Et du coup, j'ai créé des ancrages. Les ancrages, c'est quoi? C'est des associations que l'on va faire qui vont nous permettre de renforcer l'endormissement. C'est-à-dire que notre inconscient fonctionne comme ça, il fait des associations. Et les associations, ça peut être avec un lieu, ça peut être avec une musique, ça peut être avec une personne, ça peut être dans une position, ça peut être dans une tenue. Et ces associations qu'on va faire, elles vont générer un état interne. Donc déjà, votre lit, par exemple, il est associé à quoi? Est-ce que c'est là où vous allez faire du coup vos abdos, vos pompes, vos exercices de yoga? Est-ce que c'est là où vous regardez la télé? Ou est-ce que c'est un endroit pour vous qui est symboliquement l'espace d'endormissement, de sommeil? Et moi, là, c'est vraiment l'espace d'endormissement. Ensuite, il y a une position aussi. Quelle est la position dans laquelle vous vous sentez le mieux pour vous endormir? Et là, c'est pareil. Suivant votre morphologie, on n'a pas la même position. Les femmes, vous avez une poitrine. La poitrine, suivant si elle est généreuse ou pas, ça peut vous gêner. Une femme qui est enceinte, c'est pareil. Elle ne va pas dormir sur le ventre, elle va dormir sur le côté.
Et Annelle, elle plaisante, elle rigole. Vous avez les coussins d'allaitement aussi. Les coussins d'allaitement pour les femmes enceintes, c'est très bien. Ça permet de se caler, d'être plus confortable. Mais suivant vos morphologies, pourquoi pas aussi pourquoi pas avoir ce genre de coussin. Donc, il va y avoir tout ça, si vous êtes en surpoids ou pas. Moi, par exemple, dans mes ancrages, j'ai créé un ancrage qui s'est fait naturellement, en fait. Hein. Ça a été du bon sens. Mais c'est à plat ventre, les bras sous l'oreiller et la tête juste devant l'oreiller, pas sur l'oreiller, mais devant l'oreiller, avec le dessus de la tête qui vient s'appuyer contre l'oreiller. Voilà. Et l'ancrage, il s'est fait naturellement comme ça. Je l'ai compris, quand je veux dormir, je me mets dans cette position et en moins d'1 minute, je dors. Et à ce moment-là, je coupe les pensées. Mais je les ralentis déjà avant. J'attends pas d'être au lit pour les ralentir. Sinon, c'est trop tard. Sinon, je vais faire comme vous. Sauf que il va me falloir moins de temps que vous, mais il va me falloir, si j'arrive avec une grosse agitation, il va me falloir entre 3 et 5 minutes. Donc, mais en général, si jamais j'ai déjà calmé un petit peu tout ça avant, souvent même le soir, tout est éteint et je me déplace avec la lampe de l'iPhone. Je suis là, hop, voilà, je mets la lampe et puis je me déplace avec ça. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet vraiment déjà de plus être là-dedans. C'est pareil, je me lève la nuit pour les biberons de ma fille, qui a 1 an, un peu plus d'1 an. Et du coup, je me lève à peu importe l'heure, ça peut être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures. Donc là, comment on fait pour ne pas se rendormir? Déjà, quand je descends, en plus, j'ai un escalier à descendre et à remonter. Donc quand je descends dans la cuisine, déjà, je n'allume pas la grande lumière de la cuisine, avec plein de spots sur l'îlot central, etc. L'horreur, il n'y a rien de pire pour ne pas se rendormir derrière. Ensuite, ouvrir grand les yeux et réfléchir à fond sur ce que vous êtes en train de faire. Énorme erreur, ne surtout pas faire ça. Donc, je vais cultiver le sommeil en étant debout. Comment je fais ça? Je vais allumer très peu de lumière. Donc, souvent, je vais le faire pareil, avec la lampe du téléphone, s'il faut. Sinon, je vais allumer pas la lumière où je suis, mais une lumière un peu plus loin et qui est plus douce. Et pour cultiver l'endormissement, je ne vais pas ouvrir grand mes yeux, mais je vais les laisser un peu somnolents, comme ça, à moitié ouverts. D'accord? C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour y voir, pour me déplacer, mais je ne vais pas les ouvrir grand. Et croyez-moi, ça change les choses. Il y a moins de lumière qui passe à travers mes yeux, déjà, et donc, moi, je suis en train d'envoyer un autre signal à mon esprit, à mon inconscient. Je lui dis, on est toujours en train de dormir. C'est toujours le moment de dormir. Donc, ça va être assimilé finalement à une phase de sommeil très léger. Pas du réveil total, mais à une phase de sommeil très léger. Et c'est ça le message que je leur envoie. Je lui dis, c'est comme si tu étais remonté, parce que nos phases de sommeil, elles font ça en permanence. On bascule sur une phase légère, puis après profonde, puis après sommeil paradoxal, puis après on va remonter. Et dans ces phases où on est dans du sommeil léger à nouveau, s'il y a du bruit dans notre environnement, c'est là où on se réveille d'ailleurs. Parce qu'on a entendu un bruit, parce qu'on était juste là, ici. Donc l'idée, c'est que quand je me réveille, dans un cas comme ça, c'est là où je vais envoyer ce signe-là à mon inconscient, ce message de lui dire, écoute, là on est juste dans une phase de sommeil léger et on va replonger juste après. Très profond, très rapide. Voilà. Et donc, avant même donc je vais descendre, je vais faire mon biberon, hop, j'éteins la lumière, je remonte. Et quand je vais donner le biberon à ma fille, je le fais sur un fauteuil, sur un pouf, c'est un énorme pouf, un fat boy, un pouf fat boy par la langue. Je le fais dans le noir, toujours. Et quand je donne les biberons à mes enfants le soir, j'ai toujours fait ça, ça a toujours été dans le noir que j'ai fait ça, en fermant la porte. Même moi, j'y vois quasiment rien. Mais là, déjà, ça leur fait fermer les yeux. Je leur donne le biberon. Et moi-même, dans cette phase-là, je ferme les yeux. Voilà. Et quand je ferme les yeux, là, déjà, moi, je vibre du calme à l'intérieur de moi. Je respire calme. Et du coup, comme j'ai mon enfant dans les bras, je lui transmets ce calme. Si moi, je suis agité et que je veux qu'il s'endorme, comment je vais l'aider à s'endormir et en l'aidant en étant agité? C'est comme si je disais, tu dors maintenant, tu dors, tu vas dormir, oui. Imaginez, c'est juste horrible. L'enfant a juste envie de crier, il se synchronise à vous, il est connecté en général aux parents, jusqu'à l'âge de 6 ans, très connecté aux parents, à la maman. Donc, si la maman ressent de l'angoisse, il va ressentir de l'angoisse. Si elle sent de l'insécurité, il va se sentir en insécurité.
Ça peut être au père, mais il y a quand même un lien énergétique fort avec la mère. Donc, là aussi, le parent, quand il emmène son enfant à vouloir dormir, très important, dans quel état êtes-vous? Quelles sont vos préoccupations? Si vous voulez que votre enfant dorme, vous devez être serein aussi. Si vous êtes serein et sereine pour vous, mesdames, eh bien, vos enfants seront plus dans la sérénité pour dormir. Donc, vous pouvez leur parler aussi le soir, parce que la vibration va aider. Donc, le fait de parler calmement et de dire à son enfant qu'il est en sécurité, qu'il peut dormir profondément maintenant, que c'est le moment de dormir, la vibration des mots et l'intention que vous allez donner va emmener l'enfant à l'envelopper pour qu'il puisse être dans une bulle pour pouvoir s'endormir plus facilement. Voilà. Et ensuite, quand moi je repars me coucher, pareil, là j'ai les yeux à moitié fermés, je vois la couette. Et là aussi, il y a ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique en hypnose. C'est une suggestion pour après la séance, c'est après la séance d'hypnose. On fait des suggestions post-hypnotiques pendant la séance en hypnose. Et là, je fais un peu ça, c'est-à-dire que je programme mon inconscient et je lui dis, quand je vais m'allonger dans le lit, on relâche absolument tout. Toute l'énergie, on s'effondre comme une masse. Toi. Et on repart direct. Voilà. Et cette idée, elle est claire en moi, elle est enregistrée, elle est ancrée. Et donc là, j'ai les yeux à moitié fermés, je me redirige vers le lit, je lève la couette, et là, je mets la couette et je m'effondre. Voilà. Et là, je relâche. Et je sais exactement ce qu'il faut relâcher. Si vous voulez dormir, arriver à dormir, ce qu'il faut, c'est ressentir la fatigue dans votre corps. Connectez-vous à cette fatigue. Parce que c'est exactement ce que font les gens qui n'arrivent pas à dormir. Ils se dissocient de l'énergie qu'il y a dans leur corps. Ils n'écoutent pas leur corps. Ils disent non, moi je ne m'écoute pas, sinon je ne ferai rien. Donc ils ne s'écoutent pas, ils restent en activité. Eh bien, si vous voulez dormir, il faut s'écouter. Écoutez la fatigue dans votre corps, ressentez-la. Ressentez quel est le membre le plus fatigué de votre corps et comment vous pouvez ajuster la position pour que ce membre soit le plus fluide possible dans son énergie, arrive à être le plus soulagé possible. Et vous allez sentir ce soulagement corporel, physique, qui va se traduire en un soulagement de votre esprit, de votre inconscient. Et c'est donc la paix de votre esprit. Et à partir du moment où vous rentrez à nouveau dans cette paix, votre esprit relâche. Dernière chose, après j'ai fini. J'ai parlé il y a quelque temps de copilotes, d'entités qui pouvaient être présents, qui s'accrochent. Ce sont des consciences parasites, des résidus de conscience qui peuvent s'accrocher sur nous quand on est décentré. Et bien, s'il y en a dans la pièce, notre inconscient les sent, et il sent comme une agression, et donc ça lui fait une agitation. S'il se sent agressé, il se dit « moi, je ne veux pas relâcher parce qu'il y a un danger potentiel ». Ça rentre dans le même cadre que s'il y a un stress au travail important, si j'ai vécu une situation traumatique, donc il y a une préoccupation importante, il y a un danger potentiel qui s'est passé ou qui est en train de se passer, et du coup j'ai du mal à relâcher parce qu'il faut que je gère ça. Donc là, dans ce genre de cas, ça fait ça aussi, ça perturbe le sommeil. Donc voilà, en résumé, prenez les bons réflexes, déjà dès le soir, arrêtez de pédaler bien avant d'aller dormir, d'accord? Donc, ralentissez, éteignez les lumières, mettez des petites lampes, pourquoi pas déplacez-vous avec la lampe du téléphone au départ, fermez un petit peu les yeux et connectez-vous aux sensations de votre corps aussi pour arriver à vraiment relâcher en profondeur. Et ensuite, si vous voyez que c'est plus profond, que c'est des problèmes chroniques, comme dit Amel, qui durent depuis longtemps, c'est que là, il y a des préoccupations inconscientes qu'il faut aller libérer, absolument. Voilà. Et puis, du bon sens, c'est prenez à gérer votre énergie aussi. Moi, je pourrais juste rajouter une chose parce que je l'ai vécu. Bon, c'est vrai que toi, tu es ENA type 9 et mon mari aussi, et c'est des personnes qui ont vraiment attentif à leur bien-être intérieur, donc vous n'allez pas rechigner à aller dormir, au contraire. Moi, je ne suis pas comme ça et j'ai longtemps vécu le tiraillement de mes besoins, c'est-à-dire effectivement le besoin de dormir, mais le besoin de faire tellement d'autres choses aussi. Notamment quand ma journée n'a pas été très satisfaisante à mon goût, et du coup j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. J'ai vécu ça longtemps, et en fait ça marche. Je sais bien intellectuellement que c'est foireux parce que moins je dors et moins j'y arrive, mais c'est tellement fort que on arrive à lutter contre l'endormissement parce qu'on a envie de faire des trucs. Et donc je connais ce tiraillement de besoins. Donc
la solution que j'ai fini par trouver, je ne gagne pas à chaque fois, mais de plus en plus quand même, c'est de me dire, de me rassurer en me disant, c'est pas grave, je le ferai demain. Enfin, tu vois, d'accepter de décaler ce moment de plaisir pour laisser quand même le sommeil, parce que le sommeil, c'est ce qui permet le reste. Donc, de négocier, en fait, une négociation intérieure en disant, bah, écoute, tu sais quoi, tu dors et demain, tu vas vraiment pouvoir prendre cette plage-là pour toi, etc. Et ça m'a vraiment aidé à reprendre un sommeil sain. Après, les troubles du sommeil, ce sont des symptômes qu'il faut entendre. Moi, quand j'étais pas bien dans mon travail et que je n'osais pas me l'avouer parce que je savais pas quoi faire avec ça, bah, tous les dimanches soirs, j'arrivais pas à me coucher. Tous les dimanches soirs, c'était l'horreur pour aller au lit. Je me couchais à des heures débiles. Et du coup, je commençais le lundi matin sur les rotules parce que je voulais pas retourner au boulot. Et en fait, avant de me l'avouer, il a fallu vraiment… Je voyais bien que j'avais un comportement pas du tout responsable. Voilà, je savais bien que je faisais n'importe quoi. Mais c'était tellement fort, que je n'arrivais pas à lutter. Et jusqu'à ce que j'entende… Ça, c'est quand même quelque chose qu'on est beaucoup à vivre. Les veilles de reprise. Complètement. L'école, le lendemain matin. Et de l'entendre, ça, de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe, accueillir et puis surtout transformer le lundi comme quelque chose de positif et non pas comme quelque chose qu'on doit éviter et repousser le plus possible, comme si le fait de ne pas dormir repoussait le lundi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va loin quand même dans le délire. Donc, enfin voilà, je voulais vous dire, c'est quand même un symptôme qu'il faut entendre parce que c'est intéressant. Et puis, il y a des gens qui ont du mal à… Enfin, moi, je sais, mon mari, il est on-off. Hein, mais vraiment, c'est ça. Il se met au lit, off, il dort. C'est juste miraculeux. J'ai jamais été comme ça. Je sais que je le serai jamais. Donc, moi, j'ai mis en place des rituels, comme tu disais, pour favoriser l'endormissement, la lumière, le calme. Et puis, moi, je lis systématiquement, même si je me couche à 5 heures du matin, je dois lire parce que lire va me permettre de faire un écran, de calmer le mental et après, je m'endors. Donc ça marche à chaque fois. Mais je sais qu'il y a des personnes, et ça m'est arrivé dans ma vie aussi quand j'étais pas très bien, c'est que ça gamberge tellement que malgré toutes mes habitudes, j'arrivais pas à arrêter ça. Comme si la machine s'emballe et j'ai plus les commandes en fait. Je sens que je suis submergée par ce qui se passe et j'arrive plus à arrêter le vélo, j'arrive plus à rien faire. Je connais ça, je sais que c'est difficile. Alors, effectivement, j'ai vu qu'il parlait de la méditation, ça c'est super, la respiration, la méditation, revenir au corps. Mais même ça, des fois, on voit bien qu'on fait des allers-retours, quoi. Un coup on est dans le corps, un coup on revient dans la tête, etc. Alors, moi, j'ai trouvé un truc qui m'aidait bien et je le recommande d'ailleurs aux personnes que j'accompagne qui ont ce type de difficulté pour s'endormir, c'est d'écrire avant d'aller vous coucher. C'est de poser en fait ce qui est dans votre tête sur le papier. C'est symboliquement, vous l'avez sorti de vous déjà. Ça vous permet de ne pas vous réveiller en sursaut en disant oh, j'ai oublié ça, de le poser vraiment. Et ça amène un certain calme intérieur, en fait. Donc, l'écriture avant le coucher, je trouve que c'est pas mal. Dans un endroit hyper calme, vraiment ritualisé pour que ça se passe bien pour vous. L'idée n'étant pas de gamberger, mais de poser ce qui est là. Hein, de ne pas en rajouter, mais au contraire d'en enlever. Et donc, d'écrire et de se dire à la fin, j'ai fait de mon mieux pour aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour, ça va bien se passer, mais voilà, aujourd'hui, c'est bon. Là, j'ai fait. Et ensuite, trouver effectivement ce qui marche, les fleurs de bac, la méditation, n'importe quoi. Mais ça aide bien aussi à calmer le petit vélo, quoi. Parce que c'est pas si simple de trouver la touche off. Et plus vous ferez ça, et plus vous verrez que ce sera facile d'arriver à ce calme intérieur, quoi. Et surtout, ce qui en général, c'est la frustration. Il y a beaucoup de frustration. Alors, ou l'anxiété ou la frustration, et des fois un cocktail des deux. Mais la frustration, c'est que comme si on avait quelque chose d'inachevé et que si je me couche, ça joue pas, quoi. Ben là aussi, se dire, mais c'est quoi, etc. Est-ce que ça peut pas attendre demain et finalement, négocier, quoi. Négocier pour que ce besoin vital de sommeil ne soit pas squeezé parce que c'est lui qui permet le reste. Alors après, effectivement, il y a la pleine lune qui peut jouer, il y a des choses qui peuvent jouer, il y a des énergies qui peuvent effectivement nous troubler. Après, à partir du moment où c'est anecdotique, c'est pas grave. Une nuit de temps en temps, c'est pas problématique. C'est quand vous commencez à faire 3 semaines d'affilée où là vous dormez mal, là il y a un souci. Ou alors quand vous avez le syndrome du dimanche qui est systématiquement là, ça va pas non plus. Donc effectivement, il faut être à l'écoute de ça. Et après, sinon, vous allez vous retrouver avec une espèce d'hyperactivité permanente. Et le jour où vous êtes en vacances, vous tombez malade. Les gens, ils font ça en général. Parce qu'ils ont tellement tiré sur la corde, ils n'ont tellement pas assez dormi, ils n'ont tellement pas que quand ils sont enfin en vacances, tout qui relâche et pom, ils sont malades. Donc, c'est vraiment aussi être attentif, c'est un symptôme en fait, vraiment. Et qui en dit long sur comment vous menez votre vie aujourd'hui. Après, on sait bien, les parents le savent, il y a des rituels du coucher avec les enfants, le calme, la lecture du soir, l'histoire du soir, on se calme, on ralentit le tonus musculaire, voilà, on évite de faire les chatouilles.
dis ça souvent aux papas, des fois, qui trouvent ça rigolo de faire des chatouilles avant d'aller dormir. Parce qu'en fait, on les excite, après, c'est plus difficile de les endormir. Mais en fait, il y a voilà, tout ce rituel du coucher qui est très important, plus qu'une dimension affective, où on se retrouve, etc. Il faut recréer ça pour nous aussi en tant qu'adultes. Je trouve que c'est intéressant de cultiver ça, que sa chambre, comme tu l'as dit, un ancrage où c'est là où on va se recharger, qu'elle vous plaise, qu'elle soit en ordre. Voilà, c'est tout bête, hein, mais pour certains, le désordre peut être perturbateur, peut empêcher l'endormissement. Voilà, faites en sorte, soyez attentifs à ça. Si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous influence, mettez toutes les chances de votre côté, parce que finalement, bien dormir, ça vous donne la possibilité de faire face à tout, en fait. C'est parce que vous avez bien dormi que vous pourrez faire face à la journée du lendemain, quoi. Donc, c'est super important. Oui, c'est vrai qui dit un peu ce que tu as dit là, mon fils. Et une autre personne que je suis en France assimile le sommeil à la mort et du coup détale le moment de s'endormir. Et ouais, ça c'est souvent pour les ENA type 7. Hein. Les ENA type 7, il y en a beaucoup qui ont des problèmes de sommeil parce qu'ils ont envie de profiter un maximum. Il y a bien à faire. Et donc, ouais, il y a toujours des choses à faire. Et comme vous êtes dans une activation de l'énergie, justement, j'écoute pas ma fatigue, mais au contraire, non, je peux profiter de la vie, être optimiste, j'active l'énergie, donc je m'écoute pas. Et donc, du coup, ils n'arrivent pas à sortir de ce mécanisme qu'ils ont mis en place, en fait. Et que vous mettez en place et qui après est naturel, il devient naturel, il est permanent. Donc, cette façon d'activer l'énergie, de vous déplacer avec l'énergie, même de bougeoter un peu sur place, de gigoter un peu avec la main, le pied qui fait ça, tac, 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 qui tape un peu par terre. J'en ai vu plein, il y a des gens qui font ça. Mais du coup, le problème, c'est qu'après, ils ne relâchent pas. Donc, c'est prendre conscience de ce mécanisme-là, et puis après, c'est apprendre à le relâcher aussi. Et d'ailleurs, sur ce que tu disais, effectivement, mais après, on peut se coucher plus tard, mais quand on se couche plus tard, ce qu'il faut, il faut être clair sur la capacité à dormir, et donc il faut développer la capacité de réduire rapidement la voilure au niveau du vélo et ralentir très vite. Nous, en ce moment, avec les enfants, comme du coup, ils se couchent assez tard, on a peu de temps le soir, donc on a tendance à se coucher plus tard. On se couche très souvent entre 11h et minuit, entre 11h même et minuit et demi, 1h, et je me lève une fois, 2 fois dans la nuit. Voilà. Par contre, quand je vais au lit, c'est direct, je dors. Et même si c'est à 10h, à 11h, à minuit, je me dis, OK, je profite plus de temps, mais par contre, du coup, quand je vais aller au lit, je peux partir direct, profondément, et c'est parti, quoi. Voilà. Et donc, je me concentre pour rattraper aussi le sommeil, pour que mon sommeil soit plus efficace. Ça, c'est super important. Quand vous dormez peu, il faut visualiser le fait que vous allez être très efficace pour récupérer. Voilà. Et ça fonctionne très bien. J'ai découvert ça quand j'avais 18 ans au lycée, avec la sophrologie, où je faisais une petite séance la veille le soir, au moment de m'endormir, pour visualiser le fait que j'allais me réveiller en pleine forme, j'allais super bien récupérer, etc. En fait, ça vous aide à vous conditionner. C'est là aussi une suggestion post-hypnotique de comment vous allez vous réveiller. Et c'est du conditionnement qui est en fait. Alors, le fait de se réveiller 3-4 fois en 7 heures de sommeil, est-ce que ça influence la qualité du sommeil? Moi, j'ai pas l'impression. Non, pas forcément. En fait, je pense qu'on a besoin d'une quantité de sommeil. Après, tu peux travailler 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça ne change pas. Mais... Après, on n'est pas égaux là-dessus, parce que les études montrent en fait qu'on a tous ce qu'on appelle le biorhythme. Donc ça, c'est vraiment dans notre code génétique. Hein, c'est inamovible, on va dire. Donc il y a des gens qui sont des lève-tôt, des gens qui sont des couches tard, on voit bien. Hein, et ça c'est vraiment profondément en nous. Et puis il y a des gens qui sont résistants et qui sont capables en fait d'avoir un sommeil fractionné, de travailler de nuit et d'avoir aucun impact néfaste sur leur santé. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains ne pourront jamais travailler de nuit parce que c'est tellement pas en accord avec leur biorhythme qu'ils vont développer tous les troubles liés au travail de nuit, troubles de somnolence, d'attention et puis toutes les maladies qui vont avec. Et d'autres au contraire qui sont très à l'aise, qui vont s'adapter et qui vont pouvoir avoir des sommeils fractionnés sans incidence. Donc en fait, ça dépend de vous. Si tu dis que tu n'as pas l'impression, c'est que c'est bon alors. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Natnat, la méditation lâcher prise pour mieux dormir, c'est top. Ben oui, de toute façon, arriver à relâcher toutes les tensions, c'est top. Que ce soit dans la tête ou dans le corps.
Les tranches d'âge n'ont pas le même besoin peut-être aussi. Enfin, c'est sûr. Ah, bien sûr. Les jeunes en pleine croissance, les adultes et les personnes âgées n'ont pas les mêmes besoins de sommeil, question de métabolisme, de conditions de façon de vivre. Et oui, c'est encore une fois, c'est comment on active notre énergie. Et déjà, la croissance, elle tire beaucoup sur l'énergie. Je fais encore référence aux femmes enceintes, mais regardez, une femme enceinte, comment elle peut avoir beaucoup d'énergie, mais cette énergie n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que cette énergie, elle est nécessaire à la croissance de l'enfant. Et donc, c'est souvent que j'ai entendu des femmes enceintes dire voilà, j'ai de l'énergie, mais elle n'est pas disponible, je ne peux pas l'utiliser. Mais je sens que j'en ai. Et en fait, ben là, c'est pareil. Ceux qui sont en croissance, ben, ils vont avoir ça, ils vont avoir ces phases où ben, il faut dormir davantage. Les enfants dorment davantage. Et aussi parce que eux, quand ils se déplacent, souvent, c'est pas dans le calme et le cool, mais c'est vraiment ils courent, ça crie, ça bouge, ils activent beaucoup plus l'énergie que les adultes qui s'économisent sur chaque mouvement. Et puis on a remarqué aussi que chez les enfants, il y a plus, le sommeil paradoxal dure plus longtemps, comme s'ils ils ont à traiter plus de choses et que le sommeil paradoxal diminue avec l'âge en fait. La part de sommeil paradoxal diminue, comme si on avait à traiter moins d'infos. Enfin, c'est une observation. Il y a aussi les préoccupations. Un adulte, il a plus de préoccupations mentales qui vont perturber son sommeil qu'un enfant n'a pas. Un enfant a moins de préoccupations. Il en a aussi, hein. Il a peur de perdre ses parents, d'être abandonné. Il peut avoir différentes peurs suivant les âges, mais il a moins de préoccupations du quotidien. Alors, en revanche, ils sont beaucoup plus sujets à tout ce qui est somnambulisme, terreur nocturne, qui reste pour l'instant très mystérieux. On ne sait pas trop, voilà, mais c'est plus les enfants qui ont ce type de comportement. Alors, c'est pas des ça, je ne sais pas si ça touche la qualité du sommeil, mais en tout cas, effectivement, ça fait flipper les parents. Les somnambulismes et terreur nocturne. White Chestnut en fleur de bac pour le petit vélo dans la tête, dit Christine. Séverine, j'avais créé un ancrage pour le sommeil de mes enfants, un ancien ange blanc posé juste au-dessus du crâne. Et à chaque fois qu'ils étaient hors du lit et qu'ils s'agitaient, le fait de poser ma main sur le haut de leur crâne les apaisait de suite. Carrément. C'est le rituel. À partir du moment où vous avez un rituel qui emmène à un objectif, ça c'est de la programmation de l'inconscient. En hypnose, il y a l'induction de Rossi, elle s'appelle. Je trouve ça assez rigolo. Je l'ai faite en démo en Martinique, là, c'était assez rigolo sur une soirée découverte. Et en fait, c'est un système avec les mains où en fait, vous montrez que les mains vont se rapprocher, que là, elles vont partir dans la transe profonde. Et vous faites ça 3 fois d'affilée en lui expliquant, en lui montrant ce qui va se passer, et ensuite vous laissez faire. Et là, ben, les mains s'attirent et la personne part d'elle-même en transe, rien à faire. Mais parce qu'on a créé un ancrage, en fait. Et bien là, c'est pareil. Tous les soirs, en faisant la même chose, l'enfant, le bébé sait que c'est le moment de dormir. Il sait que c'est le moment où il s'endort, qu'il relâche. Et donc, il finit par le faire systématiquement, associé au l'ange blanc, au lieu, à la personne qui l'emmène, etc. Michel, bonjour, je suis hypersensible. Avez-vous un conseil? Je ressens rarement la fatigue et travaille depuis longtemps en énergétique. Je perçois les ondes physiquement et cela perturbe mon sommeil la nuit. Seule une couverture de survie atténue ces sensations. Merci. Michel, moi je pense qu'il faudrait vérifier, mais peut-être que vous êtes décentré. Donc, ce qui n'empêche pas de faire de l'énergétique, mais ce n'est pas confort parce que vous récupérez plein de choses qui ne vous appartiennent pas et ça peut créer de l'agitation extérieure. Donc, en tout cas, au vu de ce que j'en lis, moi je sens que vous êtes un peu plus déconnecté du corps. Pas de l'énergie, mais du corps. Et donc, du coup, le fait de vous recentrer et faire un nettoyage complet, ce serait top. Pas recentrer énergétiquement, hein, mais bien votre esprit, bien dans le corps. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une photo en Messenger et je testerai sur photo. Ensuite, Walia, merci pour les conseils pour endormir son enfant, car ma princesse de presque 3 ans redoute le moment du coucher. Martine, et la pleine lune qui empêche de dormir. Oui, la pleine lune, ça peut y jouer. Certaines personnes sont plus sensibles à la lune que d'autres, encore une fois. Donc pour certains, ça ne fera rien, pour d'autres, ça fera ça. Et après, pour certains, il y a des systèmes de croyances. Parfois, il suffit d'une mauvaise lune, vous sortez dehors, vous voyez que c'est la pleine lune, et vous dites, ah, c'est la pleine lune. Alors que finalement, ça peut être autre chose. Ça peut être une préoccupation, ça peut être que vous avez mal géré au départ. Donc ça peut être plein d'autres choses. Et sauf que si vous faites cette croyance-là, dès qu'il y aura une pleine lune, vous savez que vous devez mal dormir. Donc vous pouvez aussi quelque part créer
une croyance qui va enregistrer ça. Mais en tout cas, la PNL peut bien sûr perturber le sommeil. C'est vrai, j'avais lu ce petit truc à donner aux personnes qui ont des problèmes de sommeil et c'est pas mal. Ça rejoint l'idée d'Ahmed d'écrire. Prendre feuille de papier, écrire 3 choses qui pourraient nous empêcher de dormir, limiter, prendre les devants, écrire en gros et poser au pied de son lit. Et de se dire, pour la nuit, je n'ai pas besoin de ça. C'est symbolique, c'est très bien. Notre intention fonctionne de manière symbolique. Il faut tester. Morissette, pourquoi on ne se rappelle jamais de ses rêves? Enfin, moi en tout cas, je me rappelle rarement de mes rêves. Ah, ben parce que c'est dans une mémoire plus profonde. Il y a la mémoire proche et la mémoire plus profonde. C'est comme en hypnose. Il y a des souvenirs qui sont lointains que vous pouvez avoir dans votre enfance que vous avez oubliés consciemment. Vous avez du mal à aller chercher cette partie de votre mémoire. De plus en profondeur. On va aller la chercher. On pourra faire remonter des souvenirs, des expériences vécues dans le passé lointain que vous auriez du mal à faire remonter inconsciemment. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans le sommeil, on va aller rêver dans le sommeil paradoxal, comme a dit Amel, donc c'est un sommeil qui est plus profond. Et ensuite, quand on se réinsère là dans la vie de tous les jours, dans le ici et maintenant, on coupe en fait, ça fait une forme d'amnésie. Du coup, ce qu'on vit en d'amnésie. Du coup, en coupant un peu le sujet de ce qu'on est en train de faire et de se concentrer automatiquement sur autre chose. Si vous voulez vous en souvenir, il faut le noter de suite. Dès que vous vous réveillez, tout de suite, il vous faut un petit calepin sur la table de chevet avec un petit stylo et vous écrivez de suite tout ce que vous avez en mémoire. Et vous faites ça un peu toutes les nuits. Vous allez ainsi donner à votre inconscient l'idée que vos rêves sont importants et vous allez vous en souvenir de plus en plus facilement en faisant ça. Sachant que si vous vous réveillez naturellement et non pas avec le réveil, ça favorise. C'est-à-dire qu'un réveil qui ne va pas respecter forcément votre cycle de sommeil va favoriser l'amnésie, alors que si vous vous réveillez naturellement, vous aurez beaucoup plus de chances de vous en souvenir le matin. Après, Freud, alors je ne sais pas si ça a peut-être dépassé depuis, mais Freud disait que les rêves, on s'en souvient que lorsque ce n'est pas réglé. Lorsque le rêve a fait son job de régler le truc, on ne s'en souvient pas. Je ne sais pas. Ce qui est bien avec cette théorie, c'est que si tu ne peux pas te souvenir des choses que tu as réglées, tu ne peux pas vérifier cette théorie. Exactement. Donc voilà. En fait, il dit qu'on se souvient que des rêves où il y a quelque chose qui n'est pas réglé. La théorie invérifiable. Elle est vérifiable par l'inverse, c'est-à-dire tous les rêves dont les personnes se souviennent témoignent d'un problème qui n'est pas réglé. Est-ce que ça veut dire que j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leurs rêves très au sérieux et qui les notent tous les matins. Et comme tu as dit, c'est un entraînement et le réveil naturel favorise la mémorisation du rêve. Ouais, mais il y a aussi des beaux rêves qu'on se rappelle. Hein. Enfin, moi, ça marche pas son truc parce que moi, il y a des rêves sympas et je m'en rappelle. Donc, ça t'est jamais arrivé, Amel, de faire des beaux rêves? En fait, c'est pas. Après, il m'échappe très vite, mais je suis pas sûre que le fait que ce soit sympa ou pas sympa, ce soit vraiment l'indicateur que ça soit réglé ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que c'est sympa que c'est réglé. Ouais, je comprends. Donc, j'en sais rien en fait. Tu vois, je sais pas. Parce que moi, j'ai déjà fait des cauchemars où il n'y avait rien d'effrayant, mais ma sensation a été effroyable. Donc, on voit bien que c'est pas si. Voilà, bon. Jennifer qui dit « Je me réveille très souvent la nuit et ne me rendors pas tout de suite ». Alors Jennifer, quand moi je me réveille, ce que je fais, c'est que bien sûr on sent qu'on réveille et je m'interdis de penser ou de réfléchir au fait que je suis en train de me réveiller et que il faut dormir, etc. Parce que du coup là c'est remettre des coups de pédale. Et ce qu'il faut, c'est quand vous voyez que vous vous réveillez, ne mettez aucun coup de pédale. Donc pour ne pas mettre de coup de pédale, ce qu'il faut, c'est que je change juste de position et je trouve une autre position dans laquelle je sentirais que ce serait encore mieux. Il ne faut pas regarder l'heure, il ne faut pas gamberger, il ne faut pas. Bon, là, c'est mort. Hein. Faut pas mettre son téléphone. Là, c'est des coups de pédale en plus. Hein. C'est des gros coups de pédale. Là, c'est mort. Là, en disant oh là là. Maintenant, comment savoir combien d'heures de sommeil nous avons besoin précisément? Ni trop, ni pas assez.
Bah, ça, c'est en vacances. On disait, Daniel, ça dépend des gens. Oui, mais justement, tu peux le savoir à titre parce qu'en fait, quand tu travailles, ta vie, elle t'impose un nombre de sommeils disponibles. En fonction de ce que tu as à faire le soir et le matin, à l'heure à laquelle tu dois te réveiller pour aller au boulot, c'est pas forcément respectueux ni de ton biorhythme ni de la quantité de sommeil dont tu as besoin. Les spécialistes, ils préconisent en fait, quand on est en vacances, au bout de plusieurs jours, on s'est vraiment reposé, eh bien, de s'endormir quand on a sommeil, de se réveiller quand on n'a plus sommeil. Et ça nous donne le nombre d'heures dont on a besoin. Il faut avoir déjà fait le plein avant, il faut être reposé, parce qu'au début, on est en carence, donc on risque de dormir beaucoup. Mais au bout de quelques jours, on va être bien, et à ce moment-là, on sait le nombre d'heures dont on a besoin. Après, franchement, le matin, tu le sais quand tu te sens frais et que tu as de l'énergie. Si tu n'as pas d'énergie et que tu es crevé, c'est que tu n'as pas assez dormi. Donc, voilà, Michel, merci pour ce conseil. Je suis d'accord avec votre analyse. J'ai 70 ans et toujours élève avec des devoirs en retard. Ok, ça marche. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'on a répondu à vos questions et que vous allez mettre en place ces petites astuces du coup très rapidement pour ceux qui ont des problèmes de sommeil. Et puis voilà, et essayez d'explorer un petit peu les différentes tâches. Voyez d'où vient l'agitation. Est-ce que elle était dans votre façon de vivre, de faire, ou est-ce qu'elle est plus profonde ou structurelle, encore une fois. Voilà. Être bien centré et sans copilote, c'est quand même c'est une priorité. Alors, autre chose dont je n'ai pas parlé, et pourtant j'ai travaillé quand même longtemps dessus, mais bon, on ne va pas aborder ça maintenant, c'est la géobiologie aussi. Pour les gens très sensibles, essayez de voir, il y a des endroits dans votre pièce où vous dormirez mieux. Alors souvent on a tendance à dire on dort mieux la tête au nord, oui c'est vrai, mais pas que. Si l'emplacement qui donne la tête au nord est dans une zone pathogène, comme on dit, il vaut mieux avoir la tête à l'ouest en zone neutre, ce sera beaucoup mieux. Donc la géobiologie va expliquer beaucoup de choses, mais là je ne vais pas repartir là-dessus parce que c'est un sujet qui est assez long. Donc voilà. Mais si vous dormez sur une veine d'eau souterraine, aussi petite soit-elle, ça crée un champ électrique et ça perturbe toutes nos glandes, donc du coup ça perturbe notre capacité à nous endormir et à dormir en profondeur. Ça fait la même chose que quand il y a des copilotes. Moi, j'oublie un peu ça parce que je dors toujours en zone neutre à la maison, hein, je ne change pas mon lit de place. Et puis, j'ai testé tout ça aussi avec l'antenne de Richard. Je m'en rends compte plus quand je vais en déplacement à l'hôtel ou dans les Airbnb. Quand je passe une nuit pourrie, au départ, le lendemain matin, je scanne la chambre et je déplace le lit. Hein. Je suis dans un hôtel ou dans un appartement, peu importe, mais je déplace le lit, je le mets là où il faut pour bien dormir. Et même s'il se retrouve au milieu de la salle à manger, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est bien dormir la nuit. Et après, ça roule. Je dors nickel. Je peux vous dire, j'ai fait dormir des amis dans la salle à manger pendant des mois. Et au bout d'un moment, ils sont dit, c'est des bêtises. Ils sont venus dans leur chambre. Ils ont fait une nuit. Ils sont repartis dans la salle à manger. Après, ils ont déménagé. Ils dormaient sur des vannes d'eau, sur des croisements. Il n'y avait pas de possibilité dans leur chambre. Et il y en avait une belle plutôt dans la salle à manger. Donc voilà. Allez, Isabelle qui nous dit merci à tous les deux. À jeudi, quel thème jeudi? On se retrouve donc jeudi. Il n'y aura pas de thème. On a dit que ça serait que 2 fois par semaine, mardi et jeudi. Et là, on a dit que ce serait jeudi un thème. On revenait sur un thème autour de l'hypnose, mais on n'avait pas encore décidé, Amel. Non, on n'a pas décidé. On sera sur un thème autour de l'hypnose jeudi, qui va se rapprocher de l'hypnose à nouveau. Ok, donc peut-être que on va vous parler de la transe, je ne sais pas encore, on va voir, de la transe ou soit des inductions et de ce que la transe nous permet, on va voir. Ok, on vous prépare tout ça en tout cas et on sera jeudi à 14h. Je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à très vite. Bye bye. À jeudi, salut. Au revoir à tous.